Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est pour moi vraiment une joie que d'être ici aujourd'hui parmi vous. Alors, je suis un petit peu schizophrène ici parce que lorsque je suis aux États-Unis, je me crois suédois. Lorsque je suis en Europe, on me considère américain. Donc, très bien. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir que d'être par vous. Je vais vous parler un petit peu de la façon dont on perçoit et comment on voit l'éducation inclusive aux États-Unis. Alors, j'ai 4 questions d'abord que je mettrai en exergue pour essayer d'en traiter en réponse à l'invitation qui m'a été faite de vous parler ici. Donc, quelle est la politique de cette politique de l'inclusion? Quelle est la mise en œuvre selon la suite de cette loi qui a été passée en 2004? Et enfin, qu'avons-nous sur notre radar à faire en termes de mise en œuvre et quels sont les problèmes dont je vais vous parler en essayant de tirer certains des enseignements que nous avons tirés. Comme aux États-Unis, comme vous le savez, enfin, il y a, le champ d'application de l'éducation spécialisée a émergé en, disons, 1995 avec la première loi. Et donc, à la suite, en fait, de ce qu'avait fait en Finlande, la reconnaissance du fait que l'enfant handicapé ne devait pas être mis de côté. Et en fait, pour résumer les choses de cette loi de 1975, qui a été en fait revue, corrigée, autorisée par le Congrès, et en fait, le Congrès et en plus la dernière fois en 2004, on y met en exergue 3 principes de la loi 75 qui a été en fait répétée au fil du temps et c'était donc qui met le fondement de cette politique d'inclusion. Alors d'abord, quels sont les enfants qui sont éligibles à cette éducation spécialisée? Par définition, lorsqu'il s'agit d'éducation spécialisée, que fait-on? Deuxième principe, que faisons-nous en fait avec ce qu'on appelle l'éducation publique convenable et gratuite? Et ensuite, quel est le plan d'éducation et d'enseignement individualisé? C'est-à-dire que tous les enfants doivent être mis et s'insérer dans des programmes d'enseignement qui conviennent. Et ensuite, il y a en fait, les choses doivent être vues dans le contexte d'un environnement qui serait le moins restrictif possible. Or, on peut y ajouter que les politiques nationales, différemment de ce qui se passe en Europe, il n'y a pas aux États-Unis de ministère national de l'éducation. Nous avons bien sûr des agences d'éducation avec lesquelles d'ailleurs le gouvernement, dont le gouvernement pourrait aisément se passer quelquefois, mais tout doit passer par le Congrès au plan national. Mais la responsabilité de mise en œuvre est à l'apanage de l'État, donc ça varie d'un État à l'autre. Et donc on peut se demander aujourd'hui quelle est la politique nationale par rapport à cet environnement le moins restrictif possible lorsqu'il s'agit de l'inclusion. Et donc évidemment, mettre le tout au niveau purement national, c'est un défi important parce que tout ça dépend des États et les États ont beaucoup de liberté, n'est-ce pas, à cet égard. Donc évidemment, comme si on considère la santé et les objectifs nationaux, on peut se dire que pour ce qui est de la population la moins favorisée, nous avons vu la population favorisée réagir et donc il a fallu se demander quels étaient les objectifs que nous voulions poursuivre en matière de santé. Et dans notre cas, c'est que les enfants qui ont été inclus dans l'éducation spécialisée, en fait, dépassent la plupart du temps à 80% leurs activités séparées des autres, alors que notre objectif serait que 70% d'entre eux devaient être faire partie de ce enseignement qu'on appelle inclusif. Donc, je vais passer rapidement pour vous dire 2-3 choses, en particulier la mise en œuvre de cet environnement moins restrictif varie d'un État à l'autre et on peut se demander d'abord quels sont les enfants qui sont éligibles. Donc, il faut des écoles spécialisées, des classes spécialisées, mais lorsqu'on parle d'initiatives au niveau de l'enseignement, disons,
dans des écoles ordinaires, il faut savoir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans ces écoles ordinaires. Ça a été important aux États-Unis, mais de nouveau, les choses varient d'un État à l'autre aux États-Unis. Et puis, il y a la réponse aux interventions, c'est-à-dire la façon dont on peut très particulièrement et spécifiquement identifier, ou essayer de le faire en tout cas, identifier les élèves qui seront vraiment éligibles et empêcher peut-être qu'il y en ait trop qui abandonnent, qu'ils soient des abandons scolaires ou des échecs scolaires, n'est-ce pas, et tôt, de façon précoce, parce que quelquefois, les enfants ont franchi 2-3 classes avant que les professeurs se rendent compte de ces enfants qui ne sont pas capables d'apprendre. Donc, comment est-ce que l'on peut créer un cadre de prévention, en fait, pour éviter cet échec scolaire à plus long terme? Alors, la politique d'inclusion, enfin, son cadre général, en fait, le terme inclusion n'existe pas dans nos textes législatifs, mais on parle d'un environnement le moins restrictif possible, ce qui implique qu'il faudrait avoir un accès pour ces enfants au cursus d'enseignement normal, et donc ça veut dire aussi qu'il faudrait qu'un curriculum ou un cursus scolaire qui soit fait de telle façon que ces enfants qui n'ont peut-être pas toutes les compétences puissent y être intégrés quand même. Donc, et là, voilà encore des stratégies qui ont été recommandées aux États-Unis. La politique, à mon avis en tout cas, émane du terrain, n'est-ce pas? Car en fait, bien sûr, il y a des théoriciens qui écrivent des déclarations, des principes directeurs, qui mettent sur le papier noir sur blanc des idées, etc. Mais le tout se voit quand même au niveau du système scolaire. Alors, en Caroline du Nord, d'où je viens, il y a différents systèmes scolaires différents. Enfin, nous avons 50 États, donc on devrait parler peut-être de 50 pays plutôt que d'un seul pays, mais vous voyez ici certaines des idées. Et l'idée est à la base que la responsabilité incombe au professeur de voir quels sont les besoins particuliers dont un élève a besoin. Et donc, en l'absence de réglementation au niveau national, les politiques qui sont définies sont des politiques au niveau de l'État. Et donc, l'État dit très bien, on va apprendre parmi ces politiques nationales celles-ci et on les mettra en œuvre de la façon que ça fasse sens pour notre État. Donc, ce que vous pouvez voir là, c'est des écoles inclusives à New York qui seront très différentes des écoles inclusives en Caroline du Nord. Donc, je voulais simplement vous donner 2 ou 3 modèles, une idée en tout cas, en tant qu'exemple, parce que il n'y a pas vraiment de recherche faite au plan national. Il y a des études que les théoriciens, les universitaires présentent, mais enfin, lorsqu'ils regardent ce qui se passe sur le terrain. Mais l'expérience que j'en ai, et en tout cas lors de mes travaux de préparation de cette conférence, c'est qu'il y a énormément d'études de chercheurs individuels qui ont été faites dans certaines écoles, mais pas au niveau de l'État et certainement pas au niveau des États-Unis en tant que tel. Donc je vous donne là une idée de l'environnement, disons, de l'éducation inclusive. Alors d'abord, il faut reconnaître que ces écoles qui sont des écoles inclusives, en fait, reçoivent 8 à 12 % des enfants avec des déficiences. C'est une politique inclusive dans la mesure où tous les éducateurs s'occupent de ces enfants et tout le monde a un travail, prend sa responsabilité à son tour. Et donc, on facilite une participation active de tous les enfants, pas seulement les enfants handicapés, n'est-ce pas? Il faut vraiment également prendre des pratiques d'enseignement qui sont inclusives. C'est-à-dire que on procède par groupe, c'est petits groupes, et y compris d'ailleurs un échange avec les camarades de classe. Tout le monde participe au processus, n'est-ce pas? Donc, un enfant qui a des déficiences ou qui est handicapé et qui a des besoins particuliers, bien reçoit un enseignement un peu modifié en tant que sa complexité, sa longueur ou le type de devoir que l'on lui donne à faire. Donc, je voulais simplement peut-être revenir ici sur une idée que le corps professoral doit trouver les moyens de porter à cet enfant l'enseignement qui lui convient. Et les enfants, les professeurs et la classe, les membres de la classe, les camarades devraient accepter au point de vue social
sociétale, l'inclusion de l'enfant, n'est-ce pas? Donc, ce qui n'est pas bien sûr dans le programme d'éducation proprement dit, mais enfin, il faut les intégrer sur différents points. Donc, il faut proposer les idées sur la base des recherches empiriques, si l'on peut dire, c'est-à-dire il faut voir un petit peu le niveau, en fait, de collusion entre les étudiants, les professeurs, et pour ce qui est de la compréhension de ses besoins particuliers, que l'élève ne doit pas, en fait, répondre seulement aux besoins du professeur, n'est-ce pas? C'est l'inverse, n'est-ce pas? Au point de vue de la société, il faut que l'inclusion se fasse à tous les niveaux. Mais donc, il y a une autre étude faite par Sigmund Glusing, dont il parle beaucoup d'inclusion, et la question qu'elle se pose, c'est comment on fait pour faire de l'éducation inclusive. Alors, bien sûr, il y a un programme avec des recommandations dans un environnement d'inclusion, mais voilà donc quelques idées. D'abord, il faut qu'il y ait une co-enseignement par une... Alors, mais c'est pas 50-50, n'est-ce pas? C'est une situation où le professeur principal, c'est-à-dire donne l'enseignement, et puis on a un éducateur spécial, n'est-ce pas, qui est une aide, et un soutien, donc un répétiteur en somme, pour les élèves de la classe, bien qu'elle ne soit pas le professeur principal. Et puis nous avons une formation des éducateurs qui sont des aides à la vie dans la classe, et donc il y a un enseignement et une formation particulière de ces éducateurs, de ces aides de vie, les VAS comme on dit en français. Et puis donc il y a évidemment un rôle tout à fait particulier pour ces VAS qui est d'aider les professeurs, d'aider les enseignants, bien sûr, que ce soit en France ou en Suède ou en Italie. Eh bien, il y aura donc des règles et des normes d'alphabétisation, etc. Mais lorsqu'il y a des élèves avec des besoins particuliers, les besoins et les normes sont différentes. Donc, comment est-ce qu'on peut insérer tout ça dans une classe normale en tant qu'enseignant? La proposition, c'est que, bien sûr, il y avait peu de choses dans l'étude de Sigmund, mais enfin, un enseignement différencié était une proposition, c'est-à-dire que tout le monde ferait la même chose, mais pour les enfants avec déficience et avec besoins particuliers, le niveau demandé serait inférieur ou différent. Et donc ensuite, quelle est la taille et l'ampleur de la mise en œuvre de cette politique d'inclusion? Alors, les 50 États, bien sûr, font un rapport sur la façon dont elles mettent en œuvre cette forme d'éducation et qu'est-ce qu'ils ont pour remplacer, en fait, peut-être une inclusion plus stricte. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on fait. Alors, les enfants que je regarde, c'est de 16 à 21 ans, c'est-à-dire donc qui tombent sous le coup de la loi. Et donc, il y a là un mouvement assez comparable chez nous que dans les autres États, pour les enfants surtout en moins de 5 ans. Et là, pour eux, il y a des programmes très dynamiques pour les tout petits de 3 à 5. Donc, vraiment de 6 ans à 21 ans, c'est vraiment le plus grande amplitude que l'on puisse servir. Alors, la mise en œuvre est définie selon les lieux, n'est-ce pas? Alors, dans certaines classes, vous avez plus de 40% ou moins %. Alors, donc, là, il faut regarder quels sont les résultats. Donc, est-ce qu'ils ont eu un diplôme, un certificat, est-ce qu'ils ont abandonné, etc. Donc, voilà la population que nous suivons. Et donc, vous voyez qu'il y a 70% des enfants en éducation spécialisée ont des déficiences ou handicaps, aussi bien de différentes natures. Et donc, évidemment, au niveau des États, vous voyez des États qui ont 6% de la population, 14% dans d'autres États qui sont inclus dans cette forme d'éducation. Alors, pour l'instant, l'inclusion représente 6% pour des enfants. Cela varie
compris selon le groupe d'âge. Ce que l'on peut dire, c'est que les enfants sont dans des classes normales, dans les classes ordinaires, mais dans les classes d'ordinaire, on y trouve surtout des enfants avec des déficiences légères, n'est-ce pas? C'est autre chose que je voulais vous montrer. Si vous regardez la colonne bleue, vous voyez combien de ces enfants avec déficience peuvent assister à des classes normales. Je dis avec des déficiences légères, disons que 60%, mais lorsqu'on a des déficiences intellectuelles lourdes, à ce moment-là, ça devient plus complexe, et à ce moment-là, ils ne seront pas longtemps dans les classes, disons, normales. Ça, c'est le cas en Nord, mais on voit une statistique assez similaire ailleurs. Et là, les résultats pour les gens qui ont abandonné, alors abandonné avec un certificat, avec pas de certificat, et donc on semble que finalement il y a assez peu d'abandon complet. Les enfants sortent du système scolaire pour d'autres raisons également. Mais ce qui est important, c'est que là, on a une preuve que ce qui n'est pas dans les classes, c'est dans les avantages d'avoir ce type de classe inclusive. Voilà, en résumé, je vous dirais qu'un des problèmes, mais je crois que c'est un problème qui n'est pas particulier, et d'autres orateurs en parleront, c'est qu'il faut que l'éducation inclusive soit un objectif au niveau lieu et temps. Et donc, je pense qu'on va en parler plus tard aussi, mais aux États-Unis, il semble que nous sommes beaucoup plus prescriptifs qu'ailleurs, c'est-à-dire que les enfants iront dans ces classes pendant un certain nombre de minutes ou d'heures, plutôt que de savoir ce qu'ils y feront vraiment. Donc, avoir une politique d'inclusion, c'est important, mais c'est peut-être peut-être pas absolument le cœur, parce que le cœur de tout problème, de tout objectif, c'est d'en faire des citoyens. Donc, néanmoins, notre modèle doit commencer par définir les enfants qui doivent être identifiés comme ayant des besoins particuliers. Et donc, là, il faut passer des tests d'évaluation. Et aux États-Unis, on a plutôt fait passer ces tests pour confirmer un diagnostic, n'est-ce pas? C'est un peu différent de ce qui se passe dans d'autres pays en Europe, en particulier, mais lorsqu'on dit un enfant doit être inclus parce qu'il a des besoins particuliers, parce qu'il a vraiment ses besoins, il faut voir comment on les évalue et comment on définit sur une base fonctionnelle la plupart du temps. En fait, en Italie, on l'a vu aussi, que c'était basé sur la fonction plutôt, et donc voilà. Je crois que nous pouvons conclure en disant que nous sommes aux États-Unis vers quelque chose comme un système de soutien multi-approche, c'est-à-dire une approche soutien très large, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut définir un système qui permette vraiment d'identifier ces enfants avec besoins particuliers, à quel niveau ils ont besoin de ce soutien, et lorsqu'ils ont eu ce soutien, est-ce qu'on peut passer au niveau supérieur ou inférieur? Et donc, il faut regarder les populations des enfants avec ces besoins particuliers comme devant être vus de façon très précoce pour pouvoir éliciter de la prévention. Ce sont des modèles qu'il faut bien sûr définir, développer. Et là, lorsqu'on parle de résultats, il faut également envisager cet aspect des choses. Merci.